Mes amis, bien le bonjour. Une histoire complètement dingue que je vais vous raconter aujourd'hui, que je vais en fait soumettre à votre sagacité, parce que en plus de ce que je vais vous raconter, il y a une zone d'ombre sur laquelle on ne peut que spéculer. On va aller aux États-Unis, en Arizona. On va commencer cette histoire en 2012. On a un homme qui s'appelle Christopher Anderson qui s'inscrit dans un aéroclub local pour passer sa licence de pilote privé. Il ne fera que 2 heures de vol et après il va disparaître. Il ne va jamais continuer ou compléter sa formation. Un peu plus tard, on va le retrouver impliqué dans une sale histoire. Il a menacé quelqu'un avec une arme, il a été condamné à 5 ans de prison, mais semble-t-il, il n'a pas fait les 5 ans. Vraisemblablement, il a fait 18 mois, 2 ans, et puis il est sorti par un jeu de remise de peine ou autre. C'est une personne qui est dans une faillite, potentiellement faillite frauduleuse ou autre. On sait que le fisc américain, l'IRS, lui réclamait 1,5 million de dollars. Dans ces cas-là, ces personnes ne peuvent rien posséder à leur nom, et puis de toute façon, tous leurs biens, leurs comptes ont été saisis. On va le retrouver un peu plus tard avec une femme qui s'appelle Heidi. Elle a 3 enfants, c'est une mère de famille. Bon, elle est seule à élever ses 3 garçons en bas âge. Elle est esthéticienne de son état et qui va, semble-t-il, tomber complètement sous son emprise. Ils vont passer 3 ans et demi ensemble et cette histoire va se terminer abruptement, comme je vais vous le raconter dans une seconde. Alors, ce qui se passe, c'est que vers 2018, on est à la fin 2018, vers le mois de novembre, elle va, acheter un avion. Elle va vendre sa maison, semble-t-il, et acheter un avion Ailis monomoteur de type Piper 22D. C'est pas un appareil très courant. Il a été fabriqué dans les années 50 et puis je crois que la fabrication s'est arrêtée grosso modo en 1964. Il n'y a plus vraiment beaucoup d'exemplaires qui volent aujourd'hui et ce qu'il avait acheté, l'exemplaire daté de 1958. C'est un appareil à 2 places. Donc, elle l'achète à son nom à elle et semble-t-il, elle avait acheté une moto, elle avait acheté un véhicule tout-terrain et tout plein d'objets qui ne rentre pas un petit peu dans son profil habituel d'intérêt, parce qu'elle-même, par exemple, elle n'a jamais manifesté d'intérêt pour l'aviation ou elle s'est inscrite dans un club ou autre. Et soudainement, elle décide d'acheter un avion. Donc en réalité, elle était probablement pilotée par son copain, par ce Christopher Anderson, qui était en train de lui faire ces actions-là. En tout cas, durant le mois de décembre, à peu près quelques semaines, 6-5 semaines après l'achat de cet avion, il y a la FAA qui lui écrit une lettre, une lettre assez gentille d'un côté, mais en même temps ferme. Elle n'avait pas rempli toute la paperasse liée à l'achat de cet appareil. Donc l'immatriculation était suspendue, mais la FAA a gardé la porte ouverte en lui donnant une adresse email, en lui donnant un numéro de téléphone et les formulaires qu'elle n'a pas remplis. Donc on est dans un contexte de gens, en particulier ce monsieur, qui se considérait toujours au-dessus de la loi, y compris les lois de la physique. Alors, je disais, durant le mois de décembre, il va voler avec cet appareil. Rappelez-vous, il n'est pas du tout qualifié. Il va voler avec cet appareil, prendre des enfants de la famille avec lui. Il va même prendre avec lui à un moment donné la sœur de sa nana. Et puis, elle va s'asseoir à l'arrière, alors que c'est un avion à 2. C'est un appareil à 2 places seulement. Il n'a que 2 places à l'avant, comme le Cessna 150 par exemple. 2 places seulement à l'avant. Pour des raisons de performance, de poids, de centrage, le constructeur n'a pas mis des sièges à l'arrière. Mais il y a juste une sorte de plage comme ça, de place, où on peut poser un sac à dos par exemple. Eh bien, il va mettre la femme là-dedans, il va la faire asseoir sur une sorte de chaise de plage, et puis ils vont décoller de cette manière-là. Et elle était accrochée parce qu'elle n'avait pas de ceinture de sécurité. Toujours est-il que son manège va attirer l'attention de quelqu'un qui s'appelle Kevin, mystérieux correspondant, qui va appeler l'aéroport où était stationné cet avion qu'il venait d'acheter, et il va gueuler contre l'administration de l'aéroport, contre les responsables, en leur disant que ce gars vole alors qu'il n'a pas de licence de pilote privé. Ce qui se passe, c'est que les autorités aéroportuaires lui conseillent gentiment de se rapprocher de la FAA parce qu'ils lui disent que nous, on ne gère pas
les licences de pilote. Les licences, leur présence, leur irrégularité ou des problèmes comme ça, c'est pas nous, c'est la FAA, il faut les contacter. On a ici raté une occasion, n'est-ce pas, d'arrêter cette personne. En tout cas, on va arriver au 13 janvier 2019. Nous sommes à peu près 2 mois et demi après l'achat de cet avion. Et puis, lui et cette Heidi, donc sa compagne, décident d'aller vers un aérodrome, vers une ville qui se trouve à peu près 2 heures de navigation de là. Ce qu'ils faisaient en ces temps-là, leur rythme de vie, c'était aller d'une ville à l'autre, des aéroports toujours très secondaires, donc des aéroports non contrôlés, typiquement pistes en terre battue, très peu de personnel dans ces aéroports-là, tout simplement pour rester en dessous du radar, pour éviter qu'on lui pose trop de questions, qu'il attire l'attention de quelqu'un. Et puis ce qu'ils faisaient quand ils allaient vers ces endroits, c'était, il y a un festival de musique, il y a un bar qui fait une fête, il y a un resto qui fait une fête, etc. Et donc ils allaient littéralement d'une fête à l'autre. Ils buvaient jusqu'à 2 heures du matin, et après, ce qui se passe, le lendemain, ils décollaient alors que parfois il était encore sous l'emprise de l'alcool. Il a été décrit par les gens qui l'ont connu comme un idiot, comme un psychopathe, comme un ivrogne. C'est le genre de terme qu'on trouve chez les gens qui l'ont fréquenté. Il n'y a personne qui a dit quoi que ce soit de positif sur lui. En tout cas, on arrive cette journée fatidique du 13 janvier 2019. Il monte à 2 dans cet appareil. Cette femme, elle est en contact avec sa sœur. Elle échange des textos avec elle pour lui dire voilà où ils en sont dans leur progression. Et il décolle d'un aéroport, attention, qui n'a pas de carburant. C'est juste un bureau de piste où il n'y a personne et une piste en terre battue. Donc ils décollent et ils doivent atterrir 80 km plus loin dans un endroit où ils peuvent effectivement acheter du carburant. Donc ils partent, font escale, remplissent du carburant et redécollent. Et toujours elle donnant des news à sa sœur. À un moment donné, alors qu'ils sont en vol, quelque chose va se passer. L'appareil va s'écraser. Il va s'écraser dans l'Arizona, près d'une route nationale. Et puis, il finit dans un talus, il finit sur le dos. Monsieur Anderson arrive à s'extraire. Donc, il va ramper, puis il va courir jusqu'à la route. Là, il va héler des véhicules qui vont s'arrêter, appeler les secours pour lui. Le dispatcher du 911 va communiquer avec des volontaires qui vont se ruer sur les lieux. Ils vont arriver, il y a aussi un véhicule qui s'arrête avec 2 infirmières à la retraite qui vont aussi donner un coup de main. Ils vont se transporter avec les pompiers et tout ça vers l'épave de l'appareil. Ils trouvent la femme, elle est décédée. Il n'y a plus rien à faire pour elle. Pour elle, elle est morte, point final. Alors, ce qui se passe, c'est que le NTSB va commencer son enquête. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir 3 détails très importants. Le premier, c'est que la scène ne sent pas le carburant. Il n'y a pas du tout d'odeur de carburant. On regarde dans les réservoirs, tout ça, il n'y a rien. Ils sont secs. Autre chose, l'hélice n'est pas endommagée. L'hélice, si on la regarde, elle a 2 pales, c'est une bipale. Il y a une des pales, elle est parfaite. L'autre, elle est un petit peu grattée à cause des buissons et des pierres sur lesquelles elle a tapé. Mais il n'y a pas de dommages qui peuvent indiquer que l'hélice est en train de tourner. Parce que quand une hélice reçoit du couple moteur et elle tape contre le sol brutalement, elle se tord d'une manière très particulière. Cette hélice-là n'est pas du tout tordue, elle est droite. Donc ça veut dire que le moteur était à l'arrêt au moment de l'impact. Autre chose, on constate que les réservoirs de cet avion, eh bien, n'ont pas de bouchons. Ça signifie que les bouchons ne sont pas là, ni à droite, ni à gauche. Quand on regarde, les bouchons sont absents. Alors, il faut savoir une chose. Cet avion-là est un appareil à aile haute, un peu comme le Cessna 150 ou 172. Alors, pour remplir le carburant là-dedans, comment on fait? On ramène un escabeau, on le place près de l'aile, on monte, on prend le tuyau, on ouvre le bouchon, on remplit, on enlève le tuyau, on met le bouchon. Donc, vraisemblablement, comme ça, on peut dire qu'il a oublié ses bouchons sur l'aile. Donc, il a eu une mauvaise technique. Donc, il a rempli, posé le bouchon, et après, il a enlevé le tuyau en se disant « je vais revenir », puis il n'est jamais revenu. Et il a fait la même erreur sur les 2 ailes. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que ces bouchons n'ont jamais été retrouvés. Parce que normalement, imaginons qu'il les avait oubliés. Ok, il démarre le moteur, commence à rouler, tout ça, ils vont tomber.
ben, les bouchons n'ont jamais été retrouvés. On ne sait pas vraiment ce qu'il en a fait. En tout cas, après avoir décollé avec les bouchons manquants, l'essence commence à être aspirée parce qu'il y a le flux d'air qui passe. Et donc, ce qui va se passer, il y a une faible pression au-dessus des ailes, dans l'extrado des ailes. Et donc, ça va aspirer le carburant qui va commencer à partir. Alors, sur un avion à aile basse, on peut le voir, on peut le constater. On se dit, oups, j'ai oublié le réservoir et tout. Mais sur un avion à aile haute, on n'a aucune chance de le voir parce que c'est au-dessus. Et puis, ça va partir en arrière et on ne le verra pas. Donc, il va commencer, comme je disais, à voler. Il atteint son altitude de croisière. Et sur ce, le moteur s'arrête. Et à partir de là, l'avion s'écrase. Lui, quand il parle aux pompiers au départ, il dit « J'ai eu une panne électrique et voilà, je voulais faire demi-tour. » Ça n'a strictement aucun sens. On met ça sur le compte du choc parce qu'il n'était pas dans un Airbus A319. Je veux dire, panne électrique dans un avion de 1958. Je veux dire, c'est quoi le problème, hein? C'est quoi le problème? T'as pas de radio, t'as pas le phare, hein, ça change quoi? Ça change strictement rien. Ces moteurs peuvent tourner, n'ont pas besoin d'électricité de l'avion. En tout cas, ce gars va soudainement se braquer et refuser de répondre au NTSB. Ça signifie le NTSB, quand il entame son enquête, soudainement cet homme ne veut pas leur parler. Donc d'ailleurs même dans le rapport final, ils disent que le pilote n'a pas voulu coopérer. Donc il refuse de parler. Maintenant, d'autres petits détails peut-être importants, c'est que peu de temps après l'accident, la famille donc de cette femme qui est décédée va aller dans le hangar où il y avait l'avion, où il y avait la moto, le véhicule, le 4x4 et tout ça, pour chercher un certain d'effets personnels à elle. Quand ils arrivent à l'hangar, ils poussent la porte, elle est ouverte. Hein, sur un hangar, tu as les grosses portes, hein, qui coulissent pour sortir l'avion ou autre, mais tu as une petite porte. Et bien, cette petite porte-là, qu'on utilise pour juste rentrer, sortir, sans vraiment, quand on n'a pas besoin d'ouvrir le hangar complètement, eh bien cette porte est ouverte. On appelle la police arrive, et puis il regarde, et tous les papiers ont disparu. Il découvre que tout plein de documents, quelqu'un est passé par là, quelqu'un a cambriolé. Alors il n'a pas pris des objets de valeur autres, mais il a pris de manière très particulière, chirurgicale, les papiers. Les papiers ont été embarqués. Il faut savoir une chose, il y a peut-être un détail qu'on peut dire à ce stade, c'est que cet homme, je vous ai dit, il était endetté, l'IRS américain lui courait après pour 1,5 million et tout ça, mais il y avait plusieurs assurances sur la vie de cette femme qui ont été contractées par lui quelques semaines avant l'accident. Alors après, est-ce que ces assurances payent ou ne payent pas? Parce que finalement, après tout, c'est de sa faute. Et en plus, c'est lui qui a écrasé l'avion. Il n'avait pas de licence et tout. Ça se discute, tout ça. Mais est-ce qu'il le savait au moment de l'accident ou pas? Ça, c'est autre chose. Donc, s'il ne le savait pas, il ne pouvait pas en tenir compte. En tout cas, ce qui se passe, c'est que la police commence à s'intéresser à lui. La police commence à le rechercher parce que, tout simplement, voilà, on est dans un contexte d'homicide involontaire. On va mettre involontaire pour le moment. Alors, il le cherche et il refuse de répondre également à la police et sur ce, il disparaît. Donc, il va disparaître en Arizona, il sera aperçu dans des fêtes, dans des festivals de musique, on le verra à droite et à gauche, mais la police aura du mal à mettre la main dessus. Alors, ce qui va se passer, il faut attendre en 2024, il faut attendre pratiquement 5 ans après l'accident, 2024 en Utah. L'Utah, c'est juste au nord de l'Arizona. Il y a un véhicule qui est arrêté par un patrouilleur de la police, juste contrôle comme ça sur la route. Il l'arrête, montre permis de conduire, Christopher Anderson. Le policier contacte donc sa centrale, juste pour vérifier si le gars est clean, s'il n'est pas recherché ni rien. La centrale lui donne le feu vert, lui dit non, il n'y a rien sur lui, tout va bien, c'est bon. Il le laisse partir. Un quart d'heure plus tard, la centrale rappelle le flic en disant « Oula, l'ordinateur était lent, il y a tout plein de choses qui viennent de sortir, il est recherché, il y a un mandat contre lui en Utah, en Arizona. » Donc la police va se lancer à sa recherche et cette fois-ci, ils vont attraper un certain nombre de kilomètres plus loin et puis il sera mis aux arrêts. C'est la dernière nouvelle à son sujet. Probablement, il a été extradé vers l'Arizona où il était, où on voulait l'entendre dans cette histoire d'homicide involontaire. Mais voilà. C'est une histoire où on se demande, est-ce qu'on sait tout? Parce que, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Je ne sais pas, je soumets ça à votre jugement. J'ai quand même
j'ai quand même un certain malaise avec cette histoire. Oui, on a quelqu'un d'incompétent, ça c'est clair, il n'est pas formé, il est imprudent, il s'en fout des lois de la physique, il boit beaucoup, il est irresponsable, tout ça c'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais on se demande s'il n'y a pas autre chose encore, s'il n'y a pas encore une autre couche qu'on peut rajouter sur cette histoire qui la rendrait encore plus sinistre qu'elle l'est en réalité. Voilà mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo jusque-là. Puis ce qu'on peut conseiller, c'est vraiment faire gaffe à ce genre de personnes. Il ne faut pas fréquenter ce genre de personnes, encore moins sortir avec. C'est des gens très dangereux, c'est des gens, tu peux terminer derrière les barreaux, tu peux terminer ruiné, tu peux finir comme elle l'a fini dans un tiroir de morgue quand même. Et puis, détail encore que j'ai omis, n'est-ce pas? C'est qu'il était diabétique et il a menti à la FA. Ça signifie même quand il a fait son certificat médical, comme si ça avait une importance, il n'avait même pas de licence, eh bien, il avait menti parce qu'il était diabétique et il a caché cela. Donc, il fonctionnait avec de l'insuline en plus. Donc voilà mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je compte sur vos commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous pensez, ce que vous avez perçu. Si vous voulez d'autres histoires exclusives qui ne sont pas publiques, il y en a sur la partie payante de YouTube. Vous pouvez juste vous abonner, vous y aurez accès dans 5 minutes. Ou bien sur Patreon également, vous accéderez aux mêmes vidéos. Mais en plus sur Patreon, vous accéderez aux vidéos privées de tous les autres canaux Aldostérone. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et on se voit dans la prochaine. À très bientôt.